Akila, je suis algérienne, réfugiée en France. Je suis arrivée en 2004. J'ai quitté l'Algérie, terre musulmane. J'ai toujours été anti-islam depuis ma naissance. Mais la chose qui m'a fait partir, vraiment, c'était la guerre civile. Quand j'ai vu le véritable visage de l'islam. C'est-à-dire que j'ai connu l'islam en temps de paix, relative paix, et je l'ai connu en état de guerre, quand il sort son cimetière, tel qu'il le fait actuellement, partout dans le monde. Donc, ayant vu ce véritable visage de l'islam, je me suis dit, c'est pas ici que je veux vivre ni mourir. Je dois partir là où il y a de la liberté. Donc je suis venue en France, croyant fuir l'islam, croyant laisser les musulmans et leurs croyances moyenâgeuses derrière moi. J'arrive en France, grosse surprise, je les trouve là, bien installés. Alors, les années passent, pas de terrorisme, mais je voyais bien que le terreau est là, que un jour ou l'autre, ce que j'ai laissé derrière va se passer ici, mais à puissance 10. Donc, ce que je vous dis là, je n'ai pas besoin d'argumenter quoi que ce soit. L'actualité est en train d'alimenter votre opinion. C'est pas la peine que je vous dise voilà ce qu'ils vont faire. Ils sont en train de le faire. Pas loin qu'aujourd'hui, ils ont égorgé un prêtre dans une église. Demain, qui sait? Qu'est-ce qu'ils vont attaquer encore? Depuis mon arrivée en France, j'ai commencé à en parler à des amis, à des collègues, à leur dire, parce qu'ils me posent la question d'où vous venez, pourquoi vous êtes là. Je leur parle de l'Algérie, je leur parle de l'islam. Ils me disent « Oh, l'islam, c'est une très bonne religion, on connaît des musulmans, ils nous invitent à manger du couscous, du tagine. » Ils sont très très gentils, ils sont très sympas, ils sont très solidaires, fraternels. Oui, mais est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez vraiment l'islam? Oui, on connaît un petit peu, mais d'après ce qu'on voit, tout va bien. Alors là, j'ai compris que c'est foutu pour la France. Foutu de chez foutu. Parce que personne ne sait vraiment ce que c'est que l'islam. Malek Chabel a écrit des livres sur l'islam. Voilà ce qu'ils lisent. Ils lisent la version de Malek Chabel, ils écoutent Tariq Ramadan et voilà, tous les exégètes de l'islam qui leur disent que l'islam est magnifique et super. Donc voilà, là vous êtes tous marinés dans cette ambiance-là, donc cela ne me surprend pas que même avec des bombes et des égorgements dans vos quartiers, dans vos villes, vous refusez de voir la réalité en face. Parce que la réalité est dure à accepter. Donc moi, ce que je vous conseille, première chose, c'est très simple. Le chemin le plus simple, c'est de lire mon livre. Il vous donnera une idée claire de ce que c'est que l'islam. Mais si vous avez des doutes, et si vous avez le temps, parce que je ne pense pas que vous aurez vraiment le temps, vu ce qui se passe, de lire quoi que ce soit, c'est de prendre le Coran, de le lire, ou bien d'aller juste sur internet et de chercher comment traite l'islam la femme, comment traite l'islam les juifs, comment l'islam traite les homosexuels, comment il traite les enfants, comment il traite tout. Et là, vous découvrirez vraiment l'islam dans toutes les versions que vous voulez, où vous allez voir des versets clairs et nets. C'est le message d'Allah. C'est pas écrit par un homme, c'est écrit, pour eux, c'est écrit par Allah. Et tous ces gens qui tuent et égorgent, la vie n'a aucun sens pour eux, parce qu'il y a une meilleure vie dans le paradis. Il y a plus de 72 vierges qui les attendent. Donc, non, ni pitié, ni amour de la vie, ni amour de la liberté, ni amour de l'humanité, ni amour des feux d'artifice, comme vous. Non. Eux, c'est la mort qu'ils vénèrent. On ne dirait pas d'amalgame.
Ok, pas d'amalgame, mais regardons les choses en face. On dit que les islamistes, les djihadistes, c'est le bras armé de l'islam, enfin des islamistes, des radicaux. Ça vient d'où? Un bras armé, il est tenu par un corps. Un bras, ça ne se balade pas comme ça tout seul. Il appartient à un corps. Vous savez ce que c'est que ce corps? C'est la communauté musulmane. Les modérés. Vous appelez modérés. Ça vient de là. Le corps tout seul, il ne tient pas. Il tient à un corps. Un corps qui marche, qui circule parmi vous. C'est la communauté musulmane. Je ne dis pas ça pour appeler au lynchage des musulmans ou quoi que ce soit. Loin de là. C'est plutôt pour prendre conscience des effets de cette secte. Parce qu'ils sont victimes d'une secte. Voilà, ils sont eux-mêmes pris dans une secte sataniste. Vous allez le voir dans mon livre de quoi je parle. C'est carrément sataniste et ce n'est ni les discours, ni les déradicalisations, ni les discours d'amour et des fleurs et les mains tendues qui vont régler le problème. Non. Il faut prendre déjà conscience de ce que c'est, en quoi il croit, et ensuite vous verrez ce qu'il faut faire. Le sommaire, c'est que je parle déjà de ma naissance en terre d'islam, ma conception, ce que veut dire la naissance d'une fille en terre d'islam. Ensuite, je parle de la guerre civile que j'ai vécue. Ensuite, mon arrivée en France, ce que j'ai constaté pour l'islamisation de l'Occident. Et je parle aussi des expériences vécues à Nice, à Marseille, à Paris, qui justement étayent ce récit. Mais je parle surtout des 5 piliers de l'islam. Parce que parler d'islam, ok, mais comme il se base sur 5 piliers, il vaut mieux traiter ce sujet sur ces 5 piliers, ce qu'ils représentent réellement et comment c'est appliqué dans la vie quotidienne d'un pays musulman comme l'Algérie et d'un pays qui est en train de devenir musulman comme la France. Ce que ça représente dans la vie réelle et quotidienne de chacun. Je parle aussi du rapport des musulmans vis-à-vis des juifs, l'antisémitisme, c'est dans le Coran. Donc l'expérience vécue, je relate une expérience assez éloquente. Je parle du fait que l'église se couche, donc ma rencontre avec un prêtre. Je voulais me convertir au christianisme, il m'a dit non, restez musulmane parce que c'est mieux pour vous. Voilà. Ça résume un petit peu l'état d'esprit des chrétiens, des catholiques en Occident. Quoi d'autre? Voilà, en gros c'est ça. C'était un projet de longue date qui date de longtemps, comment dire ça. Ça fait longtemps que je voulais écrire un livre, mais on n'écrit pas un livre juste pour écrire un livre, il fallait que ce soit un vécu. Je voulais pas de roman ou de poésie ou quelque chose, mais je voulais un livre qui relate un vécu. Donc je pense avoir vécu assez d'années et j'ai assez de recul pour vous donner une idée sur ce que ça représente. Écrire un livre à 20 ans ou à 30 ans, je pense que c'est pas assez riche comme expérience. Donc là, j'ai atteint un certain âge où j'ai assez de recul. Mais surtout, ça tombe avec l'actualité. Voilà, je vois un remake, un déjà vu. Guerre civile en Algérie, guerre civile en France, guerre civile en Europe, à cause de l'islam. Donc je vois un remake. Donc je ne veux pas de ce remake. Je ne veux pas. Et pourquoi j'ai appelé ce livre Vraiment sur l'islam? Parce que je veux plus de mosquée, je veux pas de halal, je veux pas de foulard, je veux pas de voile. Je veux pas d'association musulmane, je veux rien de tout ça dans le milieu où je vis. Oui, je suis anti-islam. Voilà. Donc j'en profite par ce livre de dire vraiment ce que je pense de l'islam et voilà.
historique parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de femmes ou d'hommes maghrébins ayant vécu assez d'années au Maghreb et ayant quitté ce goulag musulman, qui auraient écrit un livre ou donné un témoignage de leur vécu, de ce que c'est vraiment l'islam sur le terrain. Et il n'y a pas d'équivalent d'Ayener Ali, de Wafa Sultan ou de Slimane Nasrin, qui, elles, ont pu quand même quitter leur goulag musulman dans leur propre pays et qui ont immigré aux États-Unis ou ailleurs et qui ont pu témoigner de leur expérience. Il n'y a pas, à ma connaissance, de Maghrébins ou de Maghrébines qui a fait cela. Il y a un ou deux qui se targuent être anti-islam, mais ils vivent toujours en Algérie et pour moi, c'est limité. Ce n'est pas vraiment un témoignage d'un vécu comme le mien. Et surtout, ils ne sont pas anti-islam. Ils sont anti-islamistes, anti-djihadistes, mais pas anti-islam. Parce que moi, je m'attaque à l'islam, à la source. Il y a un, là, qui a sorti des livres, qui est et algérien, vous le connaissez, qui parle de tout ça, mais d'une manière dire que non, c'est l'islam, au fond, c'est pas vraiment ça, quoi. Il est soi-disant anti-islam, il n'ose pas le dire. Moi, je le dis. Voilà. Je suis la première parce que parler de l'islam, c'est risquer sa vie, c'est mettre sa vie en danger. Donc les gens n'osent pas, même si peut-être ils pensent comme moi, mais ils n'oseront jamais le dire haut et fort comme je le dis là aujourd'hui. Je l'ai écrit en l'espace de 4 mois, tous les jours. J'écris plusieurs pages chaque jour, en plus de mon travail. C'était assez dense, intense et éprouvant, parce que plonger un petit peu dans son passé et exhumer des souvenirs douloureux, c'est le centre souvent, surtout la guerre civile, ce n'est pas facile du tout. Et on sent au fur et à mesure de l'écriture qu'il y a un certain acharnement quand même, parce que là je m'attaque, je sais très bien à quoi je m'attaque, c'est pas juste une religion, une idéologie, mais c'est spirituel aussi, parce qu'arriver à fédérer, à toucher autant de personnes dans le monde, c'est pas quelque chose d'anodin pour moi, c'est un pouvoir spirituel énorme dont je suis consciente. Donc lors de la rédaction de ce livre, j'ai eu pas mal de, on peut dire ça, des attaques qui m'empêchaient carrément de continuer l'écriture, quoi. Des attaques de genre, voilà, tu tombes malade, il y a des imprévus improbables, il y a des événements qui t'empêchent d'avancer. Par exemple, il y a une semaine, je ne pouvais rien faire. Rien. Et je comprenais pas. Mais j'ai dû changer de sujet, par exemple, de chapitre. J'étais sur un chapitre précis, celui de la guerre civile. Et je me disais, bon, il faut quand même que j'avance. Donc j'étais obligée de laisser tomber ce chapitre et de faire un autre chapitre plus soft pour que je puisse reprendre mes forces. Et en revenant aussi au chapitre en question, ça revenait. Mais il fallait avancer. Je me battais, je sentais que je me battais. Et ça m'a beaucoup éprouvée, mais j'étais consciente du danger. Et j'ai fait face avec mes moyens. Voilà. Avec la Bible, des fois où quand je me sens vraiment touchée, je prends la Bible, je lis. Je la tiens comme ça, j'écris souvent la nuit, donc je suis seule là où j'écris, je prends ma Bible, je la serre contre mon cœur et je continue d'écrire avec une seule main sur mon clavier. Et ça me donnait de la force.
croyez-le ou pas, vous êtes athée, vous êtes je sais pas quoi. Moi, ça m'a aidé. Et si vous êtes d'ailleurs athée ou non-croyant, ou croyant en d'autres dieux, je vous suggère de lire un chapitre sur le surnaturel, où je parle justement de mes expériences spirituelles qui m'ont en quelque sorte sauvé la vie. Parce que si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas juste par moi-même. Eux, ils croient en leur Satan, moi je crois à quelque chose d'autre. Donc on est là, je suis là, devant vous, je vous parle. C'est grâce à Dieu, mon Dieu, Jésus. Cela me surprendrait beaucoup. Ils parlent des livres anti-islam quand ils veulent, quand ça les arrange, quand c'est des gauchistes, quand c'est des communistes. Ça les arrange, donc ils parlent sans problème. Mais ils ferment les yeux sur d'autres livres anti-islam aussi. Mais parce que c'est pas des gauchistes, c'est pas des communistes, c'est des personnes qui dire qu'ils sont de droite, d'extrême droite selon les médias. Donc ils sont sûrs, ils ferment les yeux et ils n'ont rien vu, rien entendu. Alors que c'est le même objectif. Donc, par exemple, la même maison d'édition où j'édite là, il y a 3 auteurs qui ont écrit des livres anti-islam. Il y a Majid Okasha, il y a Ali Sina, il y a Guillaume Faye. Ils ont écrit des livres anti-islam. Vous allez sur Google, www.tatami.fr, vous allez les voir. Et ces 3 livres-là, très 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 importants sur l'islam, qui éclairent, qui donnent une idée précise de l'islam, de ses dangers. Et bien ces livres-là sont boycottés par ces médias-là. Personne ne sait qu'ils existent, à part sur internet, les réseaux sociaux. Donc, alors que d'autres livres anti-islam, je trouve que les gens qui sont invités partout, sans problème. Parce qu'ils ne touchent pas certains sujets que la gauche adore. Ils n'attaquent pas l'islam frontalement aussi. Voilà. Il y a des salafistes, des djihadistes, des radicaux, des. Mais quand on traite la source, non. Donc traiter les symptômes ne guérira pas le problème. Alors moi, je ne sais pas trop, ça m'étonnerait vraiment qu'ils parlent de moi. Mais peut-être le fait que je sois une femme, peut-être que ça va changer la donne, je ne sais pas. C'est à eux de voir. De toute façon, en tous les cas, les journalistes qui parlent de moi ou pas, ils sont les premiers sur la liste des islamistes. Je le dis en connaissance de cause. Je ne suis pas le Daesh, je ne suis pas copine du Daesh, non. J'ai vécu dans un pays qui a connu le Daesh, une version du Daesh, le JIA. Les premiers de leur liste, c'est pas les politiques, c'est pas le petit peuple, c'est les journalistes. La preuve, ils ont attaqué en 2015 Charlie Hebdo. Ce n'est qu'un début. Vous êtes de gauche ou de droite ou de je ne sais quelle catégorie de journalisme, vous êtes sur la liste. Ils vous l'ont déjà dit, c'est le terroriste qui a égorgé les policiers de Manonville. Vous l'a dit, vous l'avez tous entendu et vu. Donc, c'est pas une nouveauté ce que je vous dis là. Vous êtes les premiers sur la liste. Donc, si vous continuez à mettre votre tête dans le sable, vous êtes les premiers visés en tous les cas. Donc, à vous de prendre vos responsabilités. Si vous voulez vivre encore, que vos enfants vivent en liberté, en paix, de ce que vous avez eu l'occasion de vivre par le passé, malheureusement, vos enfants n'auront pas cette chance-là si vous continuez à vous cacher comme des lâches. Voilà. Je suis arrivée à Nice en octobre 2004, croyant que je suis en France. Mais j'étais surprise en
me promenant dans les rues du centre-ville de Nice, de croiser des femmes voilées, des babouches, beaucoup de signes islamiques, quoi. Immigration elle-même ne me dérange pas, mais islamique, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Donc je retrouve, j'ai jamais été en Tunisie dans ma vie, mais je me retrouve en Tunisie, dans certains quartiers de Nice, avec des comportements très semblables aux Algériens, de toute façon, les mêmes comportements, ils parlent arabe entre eux et tout, ok. Ça, ok. Ensuite, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que Nice, c'est une ville quand même touristique, c'est la deuxième ville touristique de France. Donc, je me promène sur la promenade des Anglais les premiers jours, hein, quand je suis arrivée. Et là, je marche, je me promène et je vois une femme qui crie. J'entends une femme qui crie, je regarde, je vois deux jeunes maghrébins qui sont en train de l'agresser sur la promenade des Anglais, en plein jour. De l'agresser, de lui arracher ses bijoux, son téléphone et son sac. Elle était dans sa voiture, à un feu rouge. Donc là, je me dis, il y a un problème. C'est pas la France, c'est pas la France que je voulais voir, moi. Donc là, c'est la première impression, c'était, je crois, le deuxième jour de mon arrivée à Nice. Et je cherche, je m'inscris à l'université et tout. Je trouve un logement, je réside sur la promenade des Anglais. Quelque part, à peu près au début de la promenade des Anglais. Et je cherche un travail. On m'a dit, vous aurez du mal à trouver du travail à Nice parce qu'ils sont racistes. C'est ce qu'on m'a dit, les étudiants maghrébins que je croise à l'université. Je dis, ah bon, ils sont racistes, ok. Donc je dépose mon CV dans certains endroits, en travail partiel, parce que je faisais mes études en même temps. Donc je dépose un CV, on m'appelle 1 heure après d'avoir déposé. J'étais surprise, mais bon, ils sont pas racistes. J'étais contente. J'arrive et je trouve que c'est une entreprise, c'est un hôtel, 4 étoiles, qui appartient à un prince d'Arabie. Et on m'a informé que toute la promenade, en fait tous les palaces et hôtels qui se trouvent sur la promenade, et même d'autres palaces de la Croisette, appartiennent à des gens du Golfe, du Qatar, d'Arabie Saoudite, de Koweït et tout ça. Donc je me dis, bon, c'est quoi ce bordel? Où est-ce que je suis là? C'est pas possible. Les Tunisiens qui volent, les milliardaires pétrodollars arabes, islamistes, qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui achètent tous les joyaux de la Croisette, ils sont où les Français en fait? Ils sont où? Donc là, j'ai compris rapidement, j'avais pas besoin vraiment de promenade, ça m'a suffi de comprendre que Nice, c'est un département des pays du Golfe. Et la promenade des Anglais, désolé, il y a erreur sur le nom, ce n'est pas la promenade des Anglais, parce que j'en croise très peu, et le peu d'Anglais que j'en croisais avaient peur, ils étaient angoissés, ils tenaient leur sac comme ça, leur téléphone accroché, parce qu'ils ont peur d'être agressés par vous savez qui. Et ce n'est pas la promenade des Anglais, je la surnommais la promenade des Arabes. Donc en écrivant mon livre, la veille de l'attentat de Nice, j'écrivais justement cette partie sur Nice. Je décrivais promenade des Arabes. Je décrivais ma vision des choses, plein de mosquées, des salles de prière, légales ou illégales, il y a un peu de tout. Et le lendemain, enfin quelques heures après, j'apprends qu'il y a un attentat et ça m'a pas du tout surprise, franchement. À l'époque, je savais que ça va exploser. C'était pas est-ce que ça va exploser, ni où. C'était quand. Je savais pas quand, c'est tout. Mais je savais très bien que ça allait exploser. De quelle manière? Ça va exploser de différentes manières. Qui? Les bourreaux, je les vois, les victimes, je les vois, je les croisais tous les jours. Je me dis, bon, quand est-ce que ça va exploser cette histoire? Ça va exploser un jour, et ça a explosé, et ça va exploser encore, et encore, et encore. Donc, les mosquées, je voyais qu'il y a plein de musulmans donc, qui demandent à prier. Donc, la mairie de Nice n'hésite pas à leur ouvrir des salles de prière, à leur construire des mosquées.
Et j'étais étonnée de trouver autant de mosquées à Nice. C'est pas possible. C'est quoi? C'est l'Algérie, c'est la Tunisie, c'est le Maroc. Nous sommes à Nice en France. Donc là, j'ai découvert depuis que les mosquées, c'était partout en France. Hein, partout, partout. Construites avec de l'argent étranger ou des aides indirectes des mairies qui donnent des terrains pour un euro symbolique. Donc là, j'ai découvert, justement, en cherchant un petit peu ce qui se passe, je m'intéresse au sujet, et je découvre un livre, Ces mères qui courtisent l'islamisme, écrit par Joachim Villekens. Il est édité chez même Maison d'édition. Et là, je lis, j'hallucine, je me dis, c'est pas possible. Il y a autant de mosquées en France. Ça va exploser, cette histoire, parce que je sais très bien ce que ça veut dire une mosquée, moi. Vous, c'est une salle de prière. Pour moi, c'est une caserne. C'est une caserne. Endoctrinement psychologique, mais aussi en préparation de djihadistes de demain. On les voit aujourd'hui. Le fruit, on le voit. Il est là. Je suis kabyle, je le précise, parce que je ne suis pas arabe. Donc, les Français ont tendance à mélanger, nous sommes tous maghrébins, nous sommes tous pareils, mais je suis désolée, nous ne sommes pas tous pareils. Je suis kabyle. Cela ne veut pas dire que les kabyles sont des anges, non. Loin de là. Je suis kabyle, ça veut dire que je suis descendante de la population autochtone, originaire d'Afrique du Nord. Envahie, colonisée par les arabo-musulmans. Ma famille, quand j'étais petite, elle ne parle pas arabe. Nous étions kabyles, on parlait kabyle. J'arrive à l'école, c'est là que j'apprends l'arabe. Donc pour moi, l'arabe, c'est une langue étrangère. L'islam, c'est une religion qui nous a été imposée de force. Donc tout le monde a été islamisé, tout le monde a été arabisé. Pourquoi je vous parle de ce sujet précis, c'est que c'est ce qui va vous arriver vous aussi. Vous êtes les Français de souche, originaires de la France. Avec ce qui se passe, la colonisation que vous subissez actuellement, vous allez devenir une minorité et vous allez perdre votre culture, votre langue, vos traditions, vous allez perdre votre territoire, vous allez perdre tout. Ensuite, vous avez le choix entre vous soumettre et mourir et peut-être fuir. Partir, mais où? Parce que l'islam, il est partout maintenant. Donc, vous êtes les Kabyles de demain. Je suis désolée de vous le dire, mais vous êtes les Kabyles de demain, voilà. Des Yazidis, vous êtes toutes les minorités là qui sont massacrées un peu partout. Vous êtes ces petits peuples-là. Et parce qu'avant, ils n'étaient pas petits, voilà, ils sont devenus maintenant. C'est ce qui va vous arriver si vous ne changez pas de cap, rapidement. Parce que ça avance très vite. C'est à vous de voir ce que vous voulez pour vos enfants. Je ne vous demande pas de vous battre pour vous-même, parce que vous, peut-être, vous allez vivre quelques années seulement, mais pensez à vos enfants et à vos petits-enfants. Est-ce que vous les voulez sous le joug de l'islam? Parce que eux, ils vous le pardonneront jamais. J'ai vécu le terrorisme de la guerre civile, ok, mais ça c'est à partir de 16-17 ans que je l'ai vécu. Une dizaine d'années comme ça de guerre civile. Mais avant cela, en temps de paix, l'islam qui n'égorge pas, qui égorge plutôt des moutons, n'égorge pas des personnes encore, c'est l'islam, on va dire, entre guillemets, tolérant. C'est pas tout le monde qui était voilé, mais 90% des femmes sont voilées. Voilà. C'est pas toutes les femmes qui sont cloîtrées, et qu'il y a quelques filles qui allaient à l'école, dont je faisais partie, par miracle. Donc il y a le terrorisme familial.
Il y a terrorisme social, il y a terrorisme en tant que tel qu'on le connaît actuellement. Donc terrorisme familial, si tu es née une fille, tu es une fille dans une terre musulmane, ce qui peut arriver rapidement en France et ailleurs dans le monde, tu es terrorisé par ta famille, c'est-à-dire par ton père, par tes frères, par tes oncles. On te terrorise, on t'empêche de tes libertés fondamentales qu'ils accordent aux garçons mais qu'ils n'accordent pas à la fille. C'est une forme de violence underground, comment on dit ça, qui n'est pas très visible. On te tape pas, mais on t'empêche, on te pose plein d'interdits. Tu t'habilles pas comme ça, tu te coiffes pas comme ça, tu fais pas ceci, tu fais pas là-bas. Tu manges pas ceci, tu manges pas pendant Ramadan, tu jures pas, voilà. Il y a plein d'interdits, c'est cadré. En tant que fille, en tant qu'être humain déjà, tu te sens vraiment emprisonné, mais en tant que fille, encore plus. C'était mon cas, moi, j'ai vécu cela. Ensuite, donc il y a le cadre familial, la cellule familiale, père, mère, frère et soeur. Après, il y a la cellule familiale élargie. En termes musulmans, c'est communautaire. Donc, ton oncle et ta tante et ta grand-mère, ils peuvent décider de ta vie aussi. Hein. C'est énorme. C'est des familles larges. Donc, c'est pas comme en Occident, des petites familles explosées et tout. C'est pas pareil. Ensuite, il y a le terrorisme social. Donc, tu as grandi, tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu vas à l'école, tu vis ta vie, tu veux vivre ta vie. Ben, la société, c'est Big Brother. Vous connaissez Big Brother? C'est Big Brother en termes musulmans, c'est ça. Ils n'ont pas de caméra, mais tout le monde a des caméras. Leurs yeux, c'est des caméras. Ils te surveillent H24. Où tu vas, ce que tu fais, qui tu fréquentes, quand est-ce que tu manges, quand est-ce que je sais pas quoi. T'as pas de vie. On te bouffe. Pour moi, ça, c'est du terrorisme aussi. Parce que quand t'es pas libre, tu es terrorisé. Tu es terrorisé parce que tu te dis est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela, est-ce que je peux avoir un petit copain? Et ben non, t'as pas ce droit-là. Tous ces droits-là fondamentaux que vous vivez, que vous prenez pour acquis là en Europe, tu les as pas en terre d'islam. Tu les as pas. Et après, t'arrives à un certain âge, comme vous êtes en train de le vivre actuellement. Moi, j'ai déjà vécu, c'est un remake. Ça explose de partout. Donc tout le monde devient terroriste. Et le sang qui coule après. Voilà. Parce qu'avant, le sang ne coulait pas. Mais après, il y a le sang qui coule un peu partout. Égorgement, bombes. Ils sont très sophistiqués dans la terreur. Donc vous allez voir à peu près de quoi ils sont capables. Nous, on a vécu ça avec les moyens du bord de l'époque, mais là les moyens qu'ils ont là actuellement en Europe dépassent un petit peu l'imagination, donc les résultats seraient terrifiants. Voilà. Malheureusement, ce sera pire, comme je viens de le dire. Nous en Algérie, on était plus ou moins tous musulmans, donc bon, moi je l'étais pas, mais je suis née dedans, donc pour eux je suis automatiquement musulmane. Donc c'était les musulmans qui s'entretuaient, qui s'égorgeaient, qui voilà. Dans la même famille, il y a un policier, il y a un journaliste et un terroriste. Et t'as le terroriste qui tue son frère journaliste et son frère policier parce qu'il les considère comme des koufars, comme des infidèles parce qu'ils travaillent pour l'État. Ils travaillent pour l'État, pour eux, voilà. Ils ne travaillent pas pour les califats, mais ils travaillent pour l'État. Donc il les tue, ses propres frères. Quoi. Donc ça, c'est une guerre civile brute. Vous, en Europe, c'est... Voilà, il y a une différence déjà t'as les musulmans, t'as les non-musulmans. Il y a une différence quand même ethnique, même s'il y a des convertis qui commettent aussi des horreurs. Mais quand même, on voit ces deux blocs qui vivent sur le même territoire. Donc la confrontation est... Voilà, on peut savoir qui est plus ou moins. Là-bas, on ne savait pas. Donc là, la victime est plus facile à identifier pour chaque terroriste. La seule manière de leur échapper, peut-être, c'est de mettre le foulard et voilà, de porter le voile, de vous cloîtrer à la maison. C'est la seule manière. C'est comme elles le font en Suède,
elles sont blondes, elles se mettent la couleur en noir pour cacher leur blondeur. Bon. Ça va arriver, c'est le foulard, voilà, ça devient rapidement la soumission dans toutes les formes possibles et imaginables. Donc l'ennemi, il est facile à désigner. Vous êtes blond, vous êtes européen, vous êtes athée, vous êtes chrétien, vous êtes juif, voilà, vous êtes très identifiable, vous êtes homosexuel, vous êtes féministe, voilà. Vous êtes journaliste, vous êtes policier, il y a l'uniforme, vous avez des uniformes, vous avez des codes vestimentaires et tout, vous êtes très très identifiable. Ils n'ont aucun souci à vous abattre. Très facile. Par contre vous, aucun moyen de les identifier, vous refusez d'ailleurs de les voir. Vous allez dire, c'est juste ceux qui ont une barbe longue et tout ça, non, ils se rasent, ils s'habillent comme vous. Donc tu peux plus identifier qui est le terroriste, qui est le musulman modéré. C'est très difficile de savoir. Il y en a qui sont pas radicalisés du tout, comme celui de Nice, comme on le dit, hein. Ils n'ont jamais fréquenté des mosquées, il n'a pas de barbe, bon, peut-être qu'il a une barbe, je sais plus, on n'a pas vu toutes les photos. Mais en gros, c'est difficile. Par contre, pour eux, vous êtes tous pareils, vous êtes tous croisés, vous êtes athées. Ben pour eux, non, vous êtes croisés. Ouais, croisés. Croisés, ça veut dire, pour eux, vous êtes l'ennemi à abattre. Donc, il y a ça, donc le côté humain, la cible est claire. Il y a les infrastructures. Les infrastructures, c'est-à-dire qu'en Algérie, qu'est-ce qu'on avait comme infrastructure? C'est que ce que la France a laissé, l'Algérie française. On n'avait pas grand-chose, hein. Donc ils ont détruit ce qui restait. Par contre, vous, tout est à détruire. Je pensais l'autre jour, c'est le plan Marshall à l'envers. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le plan Marshall où tout était à construire. Mon père est venu en France pour travailler dans ce plan-là, dans cette logique-là de construire l'Europe. Maintenant, avec le Daesh, tout est à détruire. Tout ce que le plan Marshall a construit, le Daesh va le détruire. Et ce ne sera pas juste une destruction matérielle, c'est une destruction spirituelle, physique, matérielle et tout ce qui va avec. Culturelle, civilisationnelle, voilà. Tout ce que vous avez comme monument, comme tout. Et ils sont prêts à tout raser, tout, quitte à faire exploser une bombe atomique. Et ils n'ont pas peur de mourir, vous le savez, vous le voyez tous les jours, je n'ai pas à vous décrire cela. Donc, l'extrême droite. L'extrême droite, moi je la connais très bien. C'est l'islam. C'est l'islam et ses idéaux utiles, dont vous faites partie, vous les médias. Vous êtes conscient que l'islam est antisémite, il est homophobe, il est anti-liberté, anti-femme, anti-égalité. Pour moi, l'extrême droite, c'est ça, c'est l'islam. L'extrême droite dont vous parlez, qui vous fait peur, elle n'existe pas pour moi. Elle est où? Elle est où? Moi, je la vois pas. Vous avez peur que, pendant qu'il y avait des attentats, pendant les dernières élections régionales, votre peur, le Premier ministre, les médias, ou tous ensemble, vous avez fait monter la sauce que le grand danger qui menace la France, c'est qui? C'est le FN. C'est l'extrême droite, la montée des extrêmes. L'extrême droite. C'est ça le problème pour vous? C'est ça ce qui menace la France? Qui est-ce qui tue? Qui est-ce qui égorge? Qui est-ce qui fait des bombes? C'est le FN? C'est l'extrême droite? Ben non. Non. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Regardez bien l'identité. Ils sont identifiés, les terroristes. Ça me rappelle, en fait, votre aveuglement me rappelle l'aveuglement en Algérie. Les gens disent, c'est pas les musulmans qui tuent, c'est le Mossad. C'est les juifs qui envoient ces terroristes pour nous tuer. Leurs propres frères, ils sont identifiés, barbe, djellaba et tout, avec le calage. Ils les tuent, mais ils te disent non, c'est le Mossad qui les a envoyés, c'est les forces étrangères européennes et occidentales pour nous mettre à genoux pour gouverner l'Algérie. Bon, on a vu le résultat.
Donc vous êtes un peu pareil. Les islamistes vous égorgent, vous font exploser. Mais non, le danger, la peur que vous alimentez, c'est la peur du FN, la peur de l'extrême droite, qui n'existe même pas. Et en plus, le FN, c'est quoi? C'est la gauche pour moi. Des gauchistes. Vous avez peur du FN? C'est des gauchistes, ils appliquent la politique de la gauche. Pour moi, l'extrême droite dont vous avez peur n'existe pas. La véritable extrême droite, c'est l'islam. Là, mon livre, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est mon premier et mon dernier livre. C'était pas une partie de plaisir de quitter ma terre natale, ni une partie de plaisir d'écrire ce livre. Je l'ai fait, j'ai quitté ma terre natale pour sauver ma peau, parce que je ne pouvais plus me battre, parce que la plupart c'est des lâches là-bas, je ne pouvais pas me battre, me sacrifier pour des lâches. Par contre, vous, en France là actuellement, il y a quand même un peu d'espoir. Vous pouvez vous battre pour sauver votre terre natale. Vous avez encore le temps de le faire, mais pas beaucoup de temps. Que maintenant. Parce que moi, je suis née dans une terre islamisée, ça fait 14 siècles, donc c'est foutu depuis longtemps. Je ne dis pas que c'est la fin du monde, que ça va rester encore 14 siècles. Un jour, je pense que l'islam va être exterminé dans l'Afrique du Nord, du monde. Mais pour ça, il faut se bouger. Ils se bougent, bougez-vous. Ils sont éveillés, éveillez-vous. Ils ont leur drapeau Daesh à côté de vous, prenez vos drapeaux avec vous. Et armez-vous. Armez-vous spirituellement, moralement, physiquement. Armez-vous. Armez-vous. Pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à l'avenir de votre pays. Pensez à l'avenir de votre civilisation. Vous n'êtes pas patriote, vous me dites je suis libéral, moi il n'y a pas de frontières, les oiseaux, les papillons. Pensez à votre liberté. Libertaire ou libéral, ou comme vous voulez. Pensez à ça aussi. Parce que même sans frontières et tout, avec le Daesh, vous êtes foutus. Parce qu'ils font pas la différence, hein, que vous soyez de gauche, de droite, bouddhiste, juif, chrétien, vous êtes tous pareils, c'est l'ennemi commun. Vous n'êtes pas musulman, vous êtes foutus. Leur seul, le marqueur c'est ça, l'islam. Vous êtes musulman avec nous, vous n'êtes pas musulman. Et vous allez me dire, ouais, ils ont tué les musulmans sur la promenade des Anglais. Déjà, il n'y avait pas 30, il y avait 13, d'après les consulats et l'ambassade des pays concernés. Et ces musulmans-là, ils se trouvaient là. Nice, par exemple, c'est plein de Tunisiens, comme je vous l'ai dit, des musulmans. Donc, oui, les musulmans feront partie des victimes. Quand plein de musulmans ont été tués dans des pays musulmans par le terrorisme. Parce qu'ils ne sont pas assez musulmans. Parce que être musulman et aller voir un feu d'artifice, aux yeux d'un musulman pratiquant, et un vrai musulman, pour moi c'est ça, un vrai musulman, un djihadiste, c'est le musulman qui applique l'islam à la lettre. Oui, c'est ça. Parce que alors Allah ne leur a pas dit appliquer une partie de mon message, appliquez mon message, donc eux ils l'appliquent. Donc les musulmans qui partent, qui tombent victimes avec leur djellaba et foulard et tombent victimes d'un camion qui les écrase, pour eux, ils sont vus par les djihadistes là, comme étant pas de côté radical, islamiste, d'origine, à la lettre, de la source, du Coran. Donc tu viens en France et tu veux quand même t'intégrer, t'émanciper et tout, t'es foutu aussi. Donc les modérés là, il y a des milliers de modérés qui se disent modérés, nous sommes modérés et on ne veut pas la violence. Vous êtes obligés de choisir votre camp. Parce que nous sommes en guerre, comme le dit François Hollande, nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en paix. Nous sommes en guerre. Et pendant la guerre, on choisit son camp. On est de ce côté ou de l'autre. Et quand on est d'un côté ou de l'autre, on ne peut pas rester au milieu. Si vous restez au milieu, vous êtes écrasé. Par l'un ou l'autre. Ne restez pas au milieu. Donc choisissez votre camp. Et c'est là que, ce sera plus clair. C'est-à-dire, choisir votre camp, il n'y a pas de modération. Soit tu es musulman, tu adhères à ce que font ces musulmans, tes frères, soit tu n'es pas musulman, tu dis non, tu jettes ça, tu rejettes tout, tu dis non. Je suis pour la liberté, je suis pour la vie. C'est ça. Parce que se dire musulman à notre époque, modéré, il n'y a pas de modéré, ça n'existe pas.
Moi, en Algérie, j'ai connu plein de modérés. Ils sont en train d'en baver de modération. Là. La modération, ça marche pas. Parce que tu es écrasé par tes frères qui ne sont pas modérés. Tu acceptes un petit peu de la merde coranique, tu la bouffes. Et tu deviens une merde, toi aussi. Et tu salis les autres. Donc ta modération, tu la gardes. Tu choisis ton camp. Et ce qui s'est passé en Algérie en 62, enfin la plupart qui ont vécu cela, ils sont toujours vivants et donc ils m'écoutent. Ils ont été mis sur des bateaux, ils ont quitté l'Algérie. Le FLN les a chassés. Ils sont nés en Algérie, on les a chassés. Ça s'appelle les Pieds Noirs. Vous vous rappelez? C'est les Pieds Noirs. Vous êtes tellement fiers de les avoir chassés. Sachez que maintenant, vu la situation actuelle, vous serez les Pieds Noirs de cette époque. Vous serez mis dans des bateaux. D'ailleurs, si vous avez de la chance, parce que je pense même pas que vous aurez cette chance. Vous serez mis dans des bateaux et c'est la valise. Préparez vos valises. Vous voulez pas de cette France-là, vous voulez pas de cet Occident-là, libre. Prenez vos valises et rentrez dans vos pays d'origine. Vous allez me dire, ouais, je suis née en France, je suis nationalité française, personne ne va m'enlever ma nationalité. C'est exactement ce que se sont dit les Pieds Noirs. Depuis des générations, on est là en Algérie, donc c'est notre pays. C'est vrai, ils n'ont jamais connu la France, ces gens-là. Mais on les a chassés, on les a mis en France. Et d'autres sont partis en Israël, d'autres en Italie, ils sont éparpillés un petit peu partout. Ces Pieds Noirs, j'en trouve au bout du monde même. Donc, à vous de prendre vos responsabilités. Prenez votre camp, sinon prenez votre valise et rentrez chez vous. Et pour les Français, si vous ne vous réveillez pas, maintenant ça sera fini pour vous. Fini, c'est moi qui vous le dis. Je parle en connaissance de cause. C'est fini, c'est foutu pour vous. Ok? Voilà.